Alors, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici. C'est la première fois que je viens au Human Talks. Je fais un peu de provocation parce que je viens présenter un robot. Donc, pas un humain, mais c'est un robot pour vous aider à travailler. J'espère que vous me pardonnerez. À la base, c'était Renaud, mon cofondateur, qui était censé venir, mais sa petite fille étant tout juste née, il a décidé que c'était moi qui allais venir à sa place. Donc, voilà. Je vais continuer sur le sujet des tests, mais de façon un petit peu différente. Donc, Bugbuster, c'est une startup de l'EPFL que j'ai cofondée notamment avec Renaud. Et ce qu'on propose, c'est une solution pour faire du test d'intégration et du test fonctionnel. Donc, comme on vient d'avoir une petite présentation sur le test unitaire, je vais juste peut-être un petit peu placer dans le contexte et puis après je ferai une démo. Le test unitaire, comme on vient de voir, c'est génial pour tester le code au niveau d'une fonction, d'une classe et au niveau, en gros, de la problématique que vous êtes en train de coder. C'est génial aussi pour faire du TDD, écrire vos tests, utiliser les tests comme votre spécification et vérifier ensuite que votre code se conforme à cette spécification. Malheureusement, ça ne suffit pas. Le test unitaire, ça va vous régler toute une partie de problèmes et ça va permettre d'optimiser votre processus de développement. Mais après, quand vous allez mettre en production ou que vous allez commencer à intégrer avec d'autres composants, le back-end, la base de données ou bien même des services tiers, vous allez avoir d'autres surprises. Et surtout, quand vous êtes au niveau unitaire, vous n'avez pas la vue d'ensemble de l'application. Donc c'est en général difficile de tester les processus métiers de bout en bout, parce que vous êtes juste à votre niveau. Donc notre produit Bugbuster, c'est une solution qui vise justement à répondre à ces problématiques-là. Ça se compare avec Selenium. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui sont familiers avec Selenium. Donc Selenium, c'est un outil qui permet en fait d'écrire des scripts pour guider un navigateur, dire tu cliques à tel endroit, ensuite tu fais telle chose, ensuite telle autre. Nous, on ajoute un certain nombre de fonctionnalités en plus, donc on n'est pas basé sur Selenium, mais je vais vous expliquer ce qu'on fait. Donc, on a un service dans le cloud, donc vous allez sur bugbuster.com et vous pouvez tout de suite créer un compte et commencer à tester votre application. Et les fonctionnalités qu'on amène par rapport à d'autres solutions qui existent, c'est notamment ce qu'on appelle l'exploration automatique. Donc l'exploration automatique, c'est quoi? En gros, c'est un crawler qui est capable de naviguer dans votre application, qui supporte l'Ajax, pas mal de fonctionnalités d'HTML5, et qui permet facilement en fait de générer différents comportements sur l'application. Ça va vous permettre, par exemple, si vous avez un site web avec des données et peut-être même beaucoup de données, d'aller en fait faire tourner des tests dans différents types de conditions. Donc c'est pas juste je teste par exemple un produit sur mon e-commerce pour m'assurer qu'il se comporte de telle ou telle manière. Je peux potentiellement tester tous mes produits et je peux les tester avant ou après m'être logué ou bien dans n'importe quel ordre. Donc l'idée c'est de générer des comportements. Ensuite, ça c'est bien, mais il va falloir ensuite aider en fait le robot qui navigue pour lui faire comprendre ce que vous souhaitez tester. Donc pour ça, on a une API JavaScript que je vous montrerai brièvement tout à l'heure. Mais ce qu'on souhaite nous avec Bugbuster, c'est vraiment permettre aux gens de tester un maximum avec le moins d'efforts possible. Donc écrire du code c'est sympa, mais quand on n'a pas besoin d'écrire du code, c'est encore mieux, surtout quand c'est toujours la même chose, donc c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Donc on a un système de template et on a quelques petits outils comme par exemple un picker pour les CSS selectors qui permet de générer des sélecteurs CSS uniques juste en cliquant dans l'interface. Ça c'est bien si vous êtes le testeur, pas le développeur, et que vous n'avez pas pu mettre d'ID dans votre page tout comme il faut. Ça arrive très souvent si c'est pas vous qui êtes en charge du développement. Donc ça facilite la vie. Et puis on a encore d'autres fonctionnalités pour faire du test bout en bout et puis vraiment faire la boucle complète. Quand vous faites du test d'intégration, par exemple, si votre site web envoie un email, ou s'il envoie un SMS, et que l'utilisateur doit cliquer dans l'email ou bien prendre un code dans le SMS pour pouvoir terminer son processus business, il faut un moyen de recevoir ces emails et il faut un moyen de recevoir ces SMS si vous voulez pouvoir automatiser la boucle. Autrement, pour le test, la seule solution c'est d'aller taper sur le site web, attendre l'email ou attendre le SMS et puis continuer le processus. Donc nous on intègre des fonctionnalités avancées qui permettent en fait à notre robot de recevoir des emails ou de recevoir des SMS par exemple pour pouvoir compléter le test.
Voilà, je vais m'arrêter de parler, je vais vous faire une démo. Je vais vous montrer deux choses. Premièrement, l'exploration automatique, comment ça marche. Et ensuite, si j'ai encore le temps, un exemple du test avec le web to email où on valide en fait l'inscription. Voilà. Donc, je vais aller sur Bugbuster. Si j'arrive dans mon compte, donc un compte Bugbuster peut être lié à plusieurs organisations. Donc si vous avez par exemple différents départements dans votre entreprise ou différents clients, donc là je vais aller sur le compte Bugbuster démo et je vais choisir le projet, un projet e-commerce. Donc on a un petit e-commerce de démo ici. Cette adresse, qui est simplement une installation de Magento avec le catalogue de base. Vous pouvez acheter à la fois des chaussures, des appareils photo et des ordinateurs, donc c'est génial, c'est tout ce que vous voulez. Et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut tester ça avec Bugbuster. Donc dans Bugbuster ici j'ai mon plan de test. Mon plan de test ça permet en fait de lister tous les scénarios que je vais vouloir tester. En règle générale, quand on teste une vraie application, je vois que vous avez l'écran un petit peu coupé. C'est faire ça mieux. Voilà. Donc dans votre plan de test, vous avez les différents scénarios que vous souhaitez tester. J'ai dit que j'allais vous montrer pour commencer une exploration automatique. Donc, comment ça marche? Je crée un scénario. Et je choisis son type. Donc on a ici des templates assez simples avec soit un scénario type avancé où là vous allez écrire un script complet ou alors des scénarios d'exploration. Donc si je prends par exemple le Shallow Explorer, c'est un scénario qui est en fait prévu pour se balader un petit peu partout sans règles particulières et de façon assez optimiste. Donc quand il passe d'une page à l'autre, il continue, il ne revient pas forcément en arrière. Voilà. Donc ça c'est le scénario de base, vous pouvez le customiser, mais là je vais rien faire, je vais juste le sauver et le lancer. Donc quand je le lance, on va voir ensuite ce qui se passe, on me dit que la session tourne, je peux attendre simplement, aller boire un café et revenir, là je crois que par défaut la session dure 5 minutes, ou alors si vraiment je suis très assidu, je peux voir ce qui se passe. Donc là vous allez voir les screenshots qui se produisent, qui apparaissent les uns après les autres. De la navigation qui est en train de se produire. Il y a aussi une vue timeline. La vue timeline, elle montre en fait les actions qui sont effectuées sur le site web. Donc là, par exemple, j'ai créé une fenêtre, enfin, il a créé une fenêtre tout seul, il a chargé la page, et puis ça c'est la page qu'il a obtenue. Voilà. Ensuite, il continue. Donc il va aller taper une valeur dans un champ de texte, puis il va cliquer à différents endroits, etc. etc. Donc, on peut voir qu'il fait un certain nombre d'actions. Et puis il explore le shopping cart en entier. Quand Bugbuster explore l'application, il va automatiquement relever tous les bugs de type technique. Donc ça, il connaît tout seul. Si vous avez une exception JavaScript, si vous avez un fichier CSS qui manque, une image qui manque, un lien cassé, le serveur qui répond avec une erreur 500, ce genre de choses, il va vous le dire. Si vous n'en avez pas, il va par contre partir du principe que tout fonctionne. Donc ça, c'est ce que vous donne l'exploration. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin et faire un test fonctionnel basé sur l'exploration, je vais vous faire un petit exemple ici, qui est déjà écrit. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est la même chose, sauf qu'on a rajouté un peu de code custom en plus. Donc on va le laisser explorer, et puis ensuite on va exécuter ce code-là. Ce code-là utilise notre appel JavaScript, et puis je vais vous expliquer ce qu'il fait. Donc, en fait, il va commencer par enregistrer ce qu'on appelle un watcher. Donc un watcher, c'est simplement un moyen de recevoir un callback à un moment donné dans l'exploration. Donc comme lui, il se balade n'importe où, si vous voulez tester une propriété particulière, il faut bien être capable de se dire, par exemple là, quand j'arrive sur la vue d'un produit, je veux maintenant faire et vérifier quelque chose. Donc c'est exactement ce que ça fait. Donc là, il dit simplement, quand je vois l'élément avec le sélecteur .catalogue product view, alors je veux un callback. Le callback, il va dire quoi? Il dit, ok, j'ai trouvé un produit, je vais aller récupérer le nom du produit, le titre, puis je vais cliquer sur le bouton du shopping cart,
pour rajouter ce produit dans le shopping cart. Ça, normalement, mon site web devrait réagir en m'amenant sur la vue du shopping cart. Et là, je vais pouvoir dire, ok, maintenant, dans mon shopping cart, le dernier élément doit avoir le nom qui se trouvait sur la page précédente. Et si ce n'est pas le cas, je balance une erreur. Okay. Donc ça, c'est un petit exemple de test fonctionnel. Et c'est d'ailleurs un qu'on a réalisé plusieurs fois sur différents e-commerce. Et vous seriez surpris du nombre de sites web qui, en fait, ont des petits problèmes comme ça. Ces problèmes-là, ce n'est pas des problèmes qui viennent directement du code, mais c'est souvent parce qu'ils ont des bases de données compliquées qui doivent ensuite merger pour avoir le contenu du e-commerce. Et puis une fois que c'est fait, il y a des fois des inconsistances qui ne sont pas forcément faciles à détecter. Et en faisant ça, en fait, on va s'apercevoir des problèmes qu'on a sur le site. Donc ça, c'est un exemple de comment exploiter l'exploration automatique dans un contexte où on écrit un test fonctionnel. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Ça serait bien. Je demande qui continue. Oui. Alors je continue. Donc je fais mon deuxième exemple. Voilà. Donc sur un autre site de démo, si la connexion internet veut bien. Donc ça, c'est un site web, un autre site de test qu'on utilise, qui est une copie de notre site web à nous d'il y a quelques temps. Et là-dessus, il y a juste un formulaire d'inscription. Hein. Prénom, nom, adresse email. Okay. Ce formulaire d'inscription, si je le remplis, je vais recevoir un email de confirmation. Et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on teste ça avec le Ghoster. Donc là, j'ai ce test ici qui s'appelle Sign Up Test with Email. Et là, c'est un scénario de type traditionnel. Donc là, il n'y a pas d'exploration. Là, j'ai rien à explorer. J'ai juste un formulaire, je le vérifie plus facilement. Et donc là, il fait quoi? Il crée une fenêtre à cette adresse-là. Puis après, il dit, OK, je vais mettre un objectif pour cette session qui est simplement le fait que je dois recevoir une adresse email. Un email. Si je ne reçois pas l'email, alors la session est un échec et j'ai un bug. Ensuite, je vais générer une adresse email. Donc on a une API pour la session qui dit Generate Email Address. Donc ça va créer une adresse email valable sur notre serveur. Et puis après, je vais remplir mon formulaire. Donc je vais taper dans le champ First Name Bob, dans le champ Last Name Smith et dans le champ adresse email l'adresse. Okay. Et après, je vais cliquer sur le bouton Sign Up. Ça, c'est assez similaire à ce que vous feriez avec Selenium, par exemple, ou PhantomJS. Il y a quand même 2-3 différences, on pourra en discuter après si on a le temps. Puis après, je dis, maintenant, je veux un callback. Quand tu reçois un email à l'adresse que je viens de générer, appelle-moi. Et dans ce callback, je vais dire, OK, mon objectif, il est atteint. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'adresse email. Si le callback n'arrive jamais, ça veut dire que l'email n'est jamais arrivé, et donc l'objectif n'est pas atteint en anglais. Et donc maintenant je peux faire tourner ces scénarios-là. C'est normalement pas très long. Et on va voir ce qui se passe dans l'exploration. Il n'y a pas grand chose. Donc il va sur la page, il tape les différentes valeurs. Il y a un problème de rafraîchissement. C'est la connexion internet. Voilà, et là on peut voir qu'il a tapé une adresse qui est, je crois, c'est _1@testemail.blockbuster.com. C'est ce qu'il a fait. Et on peut voir aussi normalement qu'il y a une deuxième fenêtre qui s'est créée ici avec le contenu de l'email qui a été reçu. Si, voilà. Et donc là, on peut voir en fait le contenu de l'email qui a été reçu directement. Alors voilà, blablabla. Et ensuite, on pourrait théoriquement même continuer le processus. Donc, admettons que le processus d'enregistrement demande à l'utilisateur de valider son adresse email pour continuer. Eh ben, on pourrait, au moyen de l'API, aller récupérer le lien dans le contenu de l'email, puis charger cette page-là pour continuer le processus et le faire de bout à bout. Donc ça, c'est un moyen d'éliminer une étape qui est traditionnellement manuelle dans le test d'une application web.
Et c'est typiquement intéressant avant chaque release, parce qu'à chaque fois que vous déployez, eh bien, vous devez vérifier que vous avez tous vos composants qui se parlent correctement les uns aux autres. Et ça, il n'y a pas de miracle. En règle générale, de temps à autre, il y a un petit problème, et ça nous permet de le tester de manière systématique. Une dernière chose que je voulais vous montrer, donc je vous ai dit que notre but c'est aussi de faciliter le développement des tests et puis de réduire la quantité de code. Hein. Donc on fait des choses comme ce selector clicker. Donc là, si je reprends mon template tout à l'heure d'exploration automatique, j'ai un certain nombre d'options. Par exemple, je peux blacklister certains éléments. Ça fait quoi? Ça permet en fait d'empêcher le robot de faire certaines choses. Donc admettons que j'ai de la publicité sur mon site. Bugbuster, lui, se comporte vraiment comme un utilisateur dont tôt ou tard il va finir par cliquer sur la publicité. Et ça, en général, ça dérange nos utilisateurs. Donc on peut le blacklister. Et pour ça, on peut utiliser, au lieu d'essayer de deviner le sélecteur de la publicité, on peut utiliser une extension Chrome qu'on a développée. Et on peut simplement après aller choisir un élément. Je ne sais pas si vous voyez le vert là, quand je me balade. Ah. Et là, il va déterminer un sélecteur unique. Donc, s'il y a un ID qui est unique, je ne sais pas si on a un sur ce site. Ah ouais, dans Nav, par exemple, Nav, il y a un ID. Je ne sais pas où il y a Nav. Et s'il n'y en a pas, il va proposer un sélecteur. Après, quand je clique dessus, je peux le voir ici que pour cet élément-là, j'ai un sélecteur. Je peux le copier. Donc là, il me le copie dans le clipboard. Et puis après, je peux aller simplement ici le remettre là. Le sélecteur, et à partir de ce moment-là, si je sauve ça et que je le relance, normalement il ne devrait plus aller cliquer sur cet élément. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais prévu. J'ai dit au départ qu'on était une start-up. Le produit, il est disponible publiquement depuis l'été passé et il y a une version commerciale depuis l'hiver, donc depuis le mois de décembre de l'année passée. Et on recherche des gens qui ont envie de travailler avec nous sur des use cases intéressants. Donc on a une technologie qui permet de faire des choses qui sont assez sympas et il faut des fois un petit peu de créativité pour comprendre comment l'exploration peut vous aider dans vos scénarios de test. Si ça vous intéresse, venez me voir ou appelez-moi, envoyez-moi un email, un fax, ce que vous voulez. Et puis on vous rend volontiers visite pour discuter de vos cas et on fait énormément de projets pilotes avec différentes entreprises justement pour comprendre quels sont les scénarios intéressants et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie. Si vous avez des questions. Deux petites questions. Alors la première toute bête, tout à l'heure tu as dit si on reçoit jamais l'email, il y a une erreur. C'est quand jamais? C'est à l'expiration du timeout. Donc la session là, elle est je pense configurée par défaut pour faire 5 minutes. Tu peux changer la valeur, hein. Tu peux mettre 3 heures si tu veux, si tu préfères. Mais effectivement, si à la fin de la session de test, l'email n'est pas arrivé, alors c'est une erreur. Tu peux aussi, dans ton script, décider quand la session se termine. Hein. Donc, par exemple, là, j'avais mis quand j'ai reçu l'email, alors j'arrête la session. Ça ne sert à rien de laisser tourner plus longtemps. Donc, tu pourrais aussi décider qu'il y a d'autres cas qui font que la session doit s'arrêter, et à ce moment-là, si l'email n'est toujours pas là. Une autre petite question. Tout à l'heure, j'ai vu qu'une fois que le Walker il a fait le boulot, il est passé un peu partout, j'ai pu comprendre qu'à un moment on avait des screenshots. Et est-ce qu'on peut reprendre un screenshot en disant là il y a un bug d'affichage, je sais que c'est pas bon, est-ce que je peux créer du coup un case? Oui, surtout les screenshots. Ouais. D'ailleurs, ça arrive régulièrement parce que c'est fou, même quand on fait comme ça puis qu'on scrolle des dizaines de screenshots, les développeurs en général, des fois ils font oh, c'est quoi ça? Hein, et quand ils font ça, ils peuvent cliquer sur report the bug et puis ils peuvent décrire le bug et le reporter. Donc on a un système où en fait les problèmes qui sont relevés par Bugbuster, si c'est un problème que lui relève, il va dire c'est une issue. Une issue c'est un bug potentiel et là l'utilisateur doit les passer en revue. Pourquoi? Parce que la définition de bug est assez subjective, hein, donc tout ce qui est remonté par le robot, c'est réellement produit et existe vraiment. Simplement, dans le workflow de développement et de gestion des projets, il y a certains types de problèmes qui ne sont pas importants. Donc, par exemple, si vous dit il manque le fave icon,
Ok, je ne vais pas forcément déranger toute l'équipe de dev avec un bug report pour ça, je le mets de côté. Ou alors on a régulièrement aussi des problèmes d'intégration avec Facebook qui sont montés par le robot, qui sont en fait simplement une utilisation pas tout à fait canonique de l'API de Facebook, mais qui ne cause pas vraiment d'inconvénients à l'utilisateur. Donc là il faut les vérifier. Mais si vous rapportez vous-même un bug, alors là ça fait tout de suite un bug report qui arrive ici pour la session et qui arrive là pour le projet. Là, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. C'est fermé. Alors là, c'est moi qui ai un bug. Et les bug reports, quand ils sont là, vous pouvez ensuite les exporter. C'est pour ça que ça s'affiche. Vous pouvez les exporter. Donc, au moment où on peut exporter vers GitHub ou Jira, ou sinon autrement par email. Vous pouvez les envoyer. Du coup, moi, ça m'a fait une autre question. Ouais. Est-ce que tu as déjà essayé de lancer Bugbuster sur Bugbuster? On le fait régulièrement. Oui, non, ça fait partie de notre processus. Le problème après, c'est qu'il faut résoudre les bugs. Ça, malheureusement, on ne le fait pas encore. Ma première question, c'est le service, c'est un service présent sur Internet. Oui. Est-ce que tu peux l'installer sur un serveur interne dans la société? On vend une prestation Bugbuster sur site. Parce que sinon, ça veut dire que les sites que tu testes, ils sont obligatoirement accessibles sur le web. Non, parce qu'on a un tunnel en fait. Donc ici, donc on a un tunnel que vous pouvez installer. Si tant est que votre département IT l'autorise, parce que c'est ça le problème. Mais on a pas mal de gens qui utilisent ça. Donc, par exemple, si tu développes sur ton laptop, tu peux installer ce tunnel et donner accès à la version cloud de Bugbuster ou à ton réseau. Sinon, si on prend le test du sign-up, ouais. C'est-à-dire que ta base de prod, en fait, elle va est être polluée par elle va être polluée, ouais. Ouais. Non, ça c'est mieux de le faire sur un serveur de staging ou pré-prod ou quelque chose comme ça. Ou alors, on a récemment un cas d'un e-commerce qui lance des campagnes Facebook à heure bien précise et qui fait la majorité de son chiffre d'affaires à travers ces campagnes Facebook et qui préfère en fait lancer les tests juste avant par sécurité parce que les campagnes ont une durée de vie qui est assez courte. Donc là, on tolère en fait la pollution des faux utilisateurs inscrits pour s'assurer en fait qu'une fois que la campagne est lancée, les utilisateurs, les visiteurs qu'ils arrivent à attraper peuvent acheter. Par rapport aux emails, j'imagine qu'il doit y avoir des cas un peu exceptionnels. Si tu reçois un email avec plusieurs liens, comment il trouve le lien d'activation? C'est à toi de coder ça. D'accord. Lui, il fait rien avec l'email, il va juste te dire hey, salut, j'ai un email. Okay. Et il va te transmettre et là, il va falloir le parser. Ok. On va pas plus loin. Par contre, donc, je vous ai montré comme la façon de customiser une session d'exploration. La fonctionnalité sur laquelle on travaille en ce moment, c'est un système d'extension qui va être simplement un moyen d'avoir des librairies pour les réutiliser en fait d'un scénario à l'autre. Et donc, une façon sympa de régler le problème si vous avez des emails qui sont customisés mais qui sont un peu similaires d'un workflow à un autre, c'est de créer une extension et de la réutiliser plus tard. Et nous-mêmes, on a un certain nombre d'extensions qui sont prévues pour faciliter le test, par exemple sur les e-commerce. Tous les tests en rapport avec l'utilisation du shopping cart, le sign-up, ce genre de choses. Petit à petit, on va produire des extensions qui permettront plus vite de faire ces tests-là dans une exploration. Donc pas forcément toujours tout le temps du code à écrire depuis la page blanche. On va juste peut-être passer du temps à Valérie pour faire sa présentation, on pourrait peut-être poser des questions pendant Je laisserai là après, ouais, pas de souci. Merci beaucoup.